Bonjour à tous. Ce sont des questions que les Français se posent depuis un siècle et que les Africains commencent eux aussi à se poser. Parce qu'en Afrique, on se demande, mais que veut la Russie? Que font les Russes? Jusqu'où sont-ils prêts à aller? À quoi jouent-ils? Au Mali, en Centrafrique, en Libye, comme en Syrie ou en Ukraine ou même en Birmanie, la stratégie du Kremlin interroge. Et c'est une énigme d'autant plus difficile à résoudre pour les Français que 1000 liens les attachent à la Russie, qu'ils soient des liens sentimentaux, littéraires, que ce soit l'histoire, que ce soit le sentiment qui l'emporte, 2 empires qui ont disparu, 2 révolutions qui ont essaimé. On s'aime ou on se déteste, mais on n'est jamais indifférent. Alors, on va parler de la Russie aujourd'hui, de Vladimir Poutine, des matières premières, d'énergie, de Wagner, et ce n'est pas de la musique, ou alors c'est de la musique militaire, de business et de géopolitique, et on va en parler avec un bon spécialiste de la relation franco-russe, un bon spécialiste à la fois du business, de la politique, du pouvoir qu'il connaît bien. On va en parler avec Jean-Pierre Thomas. Vous êtes l'un de ces Français au cœur aventureux qui a passé une partie de sa vie en Russie et qui connaît le pays de l'intérieur. Vous avez lu Tolstoï quand vous étiez petit? Vous avez été impressionné par Pierre et le Loup? J'aime la culture russe. J'avais commencé à apprendre la langue russe, qui est une langue riche et difficile, mais passionnante. Et j'ai aussi le défaut d'être chasseur. Donc la Russie est un espace fabuleux pour la chasse, les voyages. La Russie, c'était un peu la France d'il y a 50 ans. Ah bon? C'est pas la France du 19e siècle, carrément? Non, c'est la France. C'est ce que mon ami Andrei Konchalovsky me dit souvent, le grand metteur en scène russe que tout le monde connaît. Il me dit, tu sais, la Russie, c'est la France d'il y a 50 ans, quoi. Avec la famille, la grand-mère qui a le pouvoir, l'église orthodoxe au milieu du village, les traditions. Il y a un grand décalage avec nos sociétés très occidentalisées, très proches de la culture américaine. C'est une culture intéressante et quand on est au fin fond de la Russie, dans les villages de Sibérie, et c'est très amusant parce que quelque part sur l'humour, sur la culture, c'est nous. C'est très proche. Les plaisanteries, les anecdotes, les dictons locaux dans les villages me remontent, c'est ceux de ma grand-mère. C'est très très amusant de voir la connexion des 2 cultures avant d'arriver dans ce que tout le monde sait. La Grande Catherine, les connexions avec Saint-Pétersbourg, etc. Il y a une immensité russe, parce que vous parlez de la Sibérie. 34 fois la France. Combien? 34 fois la France. Ouais. Alors, est-ce que, entre le paysan russe, le chasseur russe, puisque ceux-là, vous les connaissez, les chasseurs russes et les chasseurs français, et les chasseurs africains... Oui. Qui ont plein de points communs. Alors? L'amour de la nature, de l'espace, des traditions, et l'amour des animaux aussi, tout en étant chasseur. Vaste débat. Alors, il faut préciser que vous avez été député, Jean-Pierre Thomas, on vous doit la première loi sur l'épargne retraite. Vous avez été giscardien. Il a été trésorier du Parti républicain, c'était la bande à Léo. Vous étiez l'un des mousquetaires qui ferraillaient à l'époque contre le pouvoir en permanence. Vous connaissez les arcanes du pouvoir. Et puis vous avez changé de vie, vous avez été banquier, pendant une quinzaine d'années banquier chez Lazare, l'une des principales banques d'affaires de la place, associé gérant. Et puis vous avez monté votre propre structure, ça s'appelle... Thomas Vendôme Investments, vous êtes spécialiste des relations économiques entre la France et la Russie. Vous aviez d'ailleurs commis un rapport pour le président Sarkozy sur cette question. Vous participez au forum de Saint-Pétersbourg d'une manière assez régulière. Vous chassez donc en Sibérie. Et vous avez été nommé président du conseil d'administration de Rusal. C'est, en dehors de la Chine, le numéro 1 mondial de l'aluminium. Et vous avez été pratiquement aussitôt débarqué parce que les Américains ont réclamé votre tête et le Kremlin leur a donné en échange de la levée des sanctions sur l'aluminium russe. Pourquoi est-ce que l'oncle Sam voulait à tout prix la tête d'un Frenchie à Moscou? Au départ, l'idée était de faire sortir Rusal, le numéro 1 mondial, comme vous l'avez dit, de l'aluminium, très belle société, qui fabrique d'ailleurs de l'aluminium totalement low carbone en Sibérie avec l'hydroélectricité, c'est un bijou industriel. Et Rusal était sous sanction parce que les actionnaires principaux étaient proches de Poutine. Donc la sanction était de mettre cette société à l'écart et on a voulu faire sortir Rusal des sanctions. Donc à la fois les Américains, l'OFAC,
l'institut américain gendarme mondial qui suit les sanctions à Washington, s'est mis d'accord avec la Russie pour trouver un président consensuel européen. Et j'ai été choisi parce que j'ai de bons rapports avec les Russes, les actionnaires de l'époque, et le gouvernement russe, et que les Américains ont accepté cet ancien associé gérant chez Lazare, un bon Français. Et on a fait le nécessaire. On a mis la société au cordeau, on a fait reculer les actionnaires sous sanction en dessous de 50%, on a accepté les Américains au conseil d'administration, mais cela n'a pas suffi car le secrétaire d'État américain, M. Mnuchin, a été un peu bousculé dans le débat au Congrès et accusé d'avoir, à l'époque, quand il était dans les affaires, de façon très noble, travaillé avec l'ancêtre de Russell. Et donc, pour se dédonner, les Américains ont voulu pousser la balle plus loin et ont demandé la majorité au Conseil et un président différent. Donc, on a été obligé de céder. Voilà, c'est une méthode de shérif. Bon, c'est pas un comportement très acceptable, mais on l'a fait. On l'a fait. Le but était de délister. On a délisté la société, donc le contrat était rempli. Est-ce que vous diriez que vous avez plus d'amis à Moscou qu'à Washington ? Oh, je garde de bons rapports avec les États-Unis, mais effectivement, nos amis sont souvent plus en Russie qu'à Washington, mais on le retrouve sur le plan géopolitique, si on veut bien regarder le sujet, je pense qu'on y viendra. Et les événements de ces derniers temps ont quand même marqué l'affaire des sous-marins et d'autres sujets que nos amis sont souvent aussi en Russie, pas seulement aux États-Unis. On va y venir, mais d'abord... Si je vous pose la question, c'est que vous avez été un député de droite, et à droite en France, aujourd'hui, il y a une sorte d'attirance pour Moscou. On aime l'image d'ordre que peut donner Vladimir Poutine, alors que beaucoup de Russes vous disent, mais c'est pas du tout ça. C'est le règne de Vladimir Poutine, c'est une forme de chaos, c'est pas du tout un conservateur qui renoue avec la Grande Russie de jadis, c'est simplement... les gens du KGB qui ont mis la main sur le pouvoir, et c'est un gang. Non, votre réflexion est intéressante, parce qu'en France, il y a deux choses. Vous avez la population, l'ensemble de la population, tous les sondages le montrent. D'abord, il y a l'attachement à la culture. Les gens cultivés savent, et ceux qui connaissent leur histoire savent l'attachement. Donc la population française aime la Russie. Et ça, c'est aussi l'histoire, la guerre, les familles qui ont eu des prisonniers en Russie, ceux qui ont lu Tolstoï, Pouchkine et d'autres. Ça, il y a un attachement profond qui passe d'ailleurs toutes les avanies qu'on fait à la Russie et qui transcende tous les problèmes politiques. Et puis, il y a l'intelligentsia, c'est pas, dans tous ces quartiers du triangle de Paris, où les intellectuels français, une grande partie du personnel politique, heureusement pas tous, pratiquent une sorte d'anti-russe, une sorte d'apartheid, j'ose le mot, qui est devenu assez inacceptable pour un grand pays ouvert comme le nôtre. Alors, et les sanctions et les sanctions. Et je viens à votre deuxième question, mais c'est très intéressant, c'est que la Russie elle-même, c'est très juste ce que vous avez dit, effectivement, nous on a une image d'ordre et d'organisation, ce qui est le cas. C'est un pays qui tourne et qui fonctionne avec une autorité, et disons une démocratie orchestrée qui n'est pas du tout le modèle de la nôtre, ce n'est pas du tout nos concepts ni nos standards. Écoutez, regardez, vous avez, il y a en Russie, le président Poutine est un patriote. En Russie, il y a quand même une opinion publique. Et je le vois sur un détail important. Regardez, le président Poutine aurait pu, dans un pays comme ça, imposer la vaccination. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait des élections législatives, à mon sens, qui arrivaient. C'est bien la preuve qu'il y a une opinion publique. Et il gère son opinion publique, il gère aussi une grande partie, et c'est là l'intérêt de votre question, c'est qu'il gère une grande partie de la Russie qui est très conservatrice. Très, et Poutine, par rapport à cette Russie-là, est très en avance sur eux, parce qu'elle fait une politique plus progressiste qu'une grande partie du peuple russe souhaite. Donc il est obligé de faire attention. C'est pour ça que vous aviez eu des sanctions assez dures à l'époque, vous vous souvenez, les Pussy Riot dans la cathédrale, etc., parce qu'il y a toute une partie orthodoxe, conservatrice, qui n'aurait pas compris que Poutine ne prenne pas des sanctions fortes. Poutine n'a pas un pouvoir absolu, il est obligé de tenir compte de beaucoup de choses dans son pays. Alors, nul ne doute qu'il soit pouvoir fort. Nul ne doute qu'il soit populaire et que s'il avait voulu se présenter à des élections libres et indépendantes, il l'aurait pu. C'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien
la chasse qui est faite aux opposants, en fait, en Russie. On ne comprend pas très bien les malheurs oui, dont on accable les gens qui sont dissidents. Non, mais quand on va en Russie, moi j'y vais 40-50% de mon temps, je suis là quand il y a des élections. Bon, voyons les choses en face, et quand on discute et qu'on voit les gens, je crois qu'on peut dire en toute indépendance, nous, Européens, en ayant dans une ligne un peu gaulienne de l'équilibre des choses, de bonnes relations avec la Russie, avec le recul nécessaire, très franchement, la majorité des Russes considère Poutine est un chef d'État patriote, compétent, et qui les protège. Ouais. Alors, on va parler de l'Afrique, hein, mais d'abord, quand même, encore un mot sur la relation franco-russe, parce qu'on a l'impression que les différents présidents, Chirac, Sarkozy, que vous avez bien connus, et même Emmanuel Macron, ont cherché à renouer avec le Kremlin et à mettre quelque chose dans la relation sans jamais trouver quoi. C'est-à-dire que il y a un rapprochement, et puis c'est toujours décevant. Il y a une forme de... Ça n'aboutit à réponse. La réponse est rien. simple. La réponse est simple. Et que le président Macron, c'est symptomatique. Il fait le discours sur l'État profond, discours que j'ai même imprimé parce qu'il était parfait, sur effectivement pour dénoncer l'État la profond Russie, qui en France s'opposait à la Russie, les néoconservateurs au Quai d'Orsay, donc, etc. Une dénonciation des diplomates. Voilà. Donc il remet les choses au point avec une certaine hauteur de vue, une très bonne culture, et en fait on fait exactement le contraire. Pourquoi ? Parce que la pression de l'opinion, du prêt-à-penser, là encore, c'est ce que me dit souvent du prêt-à-penser, cette espèce de carcan les empêche de faire. Et c'est pour ça que finalement, regardez, l'idée de recevoir le président Poutine à Paris, à l'époque, à Versailles, c'était très bien. L'idée de faire l'entretien à Fort-Brégançon, c'était parfait. Mais si vous voulez, ça n'est suivi par rien, parce que le lendemain, on renouvelle les sanctions, parce que finalement, on dit ce qu'il faut dire pour être bien vu par une partie de l'opinion publique, et surtout par les journalistes du microcosme, et donc ça ne débouche pas. Sarkozy avait réussi à l'époque, avait co-présidé le forum de Saint-Pétersbourg, souvenez-vous, la Russie rentrait dans l'OMC, nous livrions les frégates à la Russie, nous discutions d'un espace, vous l'avez dit, économique organisé petit à petit, non pas politique, c'est impossible, mais il ne le souhaite pas. Sur le continent européen de coopération économique, regardez, le ciel était totalement bleu, regardez, nous en sommes. Aujourd'hui, le ciel est gris et orageux. Et ça s'est dégradé après la présidence de Sarkozy. Alors, quand un jour j'ai croisé un général du KGB qui m'a raconté que dans le dossier de Vladimir Poutine, il y avait eu cette note quand il était à Dresde, prend trop de risques. Et c'est vrai que la politique étrangère qu'a menée Vladimir Poutine est une politique de coût, une politique risquée, qui lui a plutôt réussi, en tout cas quand c'était au sud. Quand il a agi en Syrie, il s'est imposé. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Russie cherche à faire en envoyant, en renouant avec des pays africains qui connaissent bien la Russie parce que leur armée s'y est formée, c'est le cas du Mali, ou en cherchant à aller en Centrafrique à travers une organisation comme Wagner? Oui, alors je réponds à votre question en la remettant dans le cas. D'abord, la Russie, quand même, je connais beaucoup de gens que je connais bien, elle a quand même toujours ce réflexe, c'est l'ours au milieu de la forêt, moi qui suis chasseur, c'est que, si vous voulez, c'est la défense du territoire. Or, aujourd'hui, regardez bien l'Ukraine, regardez bien les comportements sur la Biélorussie, cette Russie cherche un peu à contrôler les États qui sont autour d'elle-même, à les garder dans sa sphère, et donc elle est en position souvent défensive de préserver ses intérêts. Ça, c'est logique et c'est normal. Vous aurez peut-être une question sur les accords que nous avons pris à l'époque, j'en ai même parlé une fois avec M. Roland Dumas, des accords que nous avons pris à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait accepté... L'OTAN, l'Europe centrale, d'accord. Mais oui. Sur l'Afrique... Oui, alors ça c'est important. Maintenant, à partir de là, elle développe ses relations extérieures par rapport à ses intérêts. Aujourd'hui, sur l'Afrique, la France avait une influence majeure sur une partie de l'Afrique. La Chine
petit à petit, avec des moyens colossaux, est présente en Afrique. Quand vous allez en Afrique, vous voyez les stades flambant neufs construits par la Chine, etc., etc. La Russie s'y est engouffrée, c'est tout à fait son droit, d'autant qu'elle a des relations avec certains de ces pays économiques, du temps du marxisme, et aussi des intérêts stratégiques. Donc il est tout à fait normal qu'elle essaie d'être présente en Afrique. Moi, je ne vois aucun inconvénient, il n'y a pas de sujet. Prenons des Pourquoi exemples. Pas il y a un Les Américains y sont allés, la Chine, nous avons régressé légèrement parce qu'on manque de moyens. Mais alors, ce qui se passe, c'est que visiblement, on est dans une confrontation franco-russe, par exemple au Sahel. Alors, je vais rajouter quelque chose. Il y a aussi une approche différente de l'Afrique. Nous, en Afrique, on continue depuis quelques années à renforcer notre diplomatie. Nous n'avons pas une diplomatie de nos intérêts. Nous avons une diplomatie de nos valeurs. Donc, la diplomatie des valeurs, ça consiste à dire aux chefs d'État africains, il faut que vous organisiez votre démocratie de telle et telle façon. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Évidemment, Poutine lui fait une diplomatie beaucoup plus efficace, c'est celle de ses intérêts. On vous fiche la paix. Le problème est que vous ayez des relations avec nous économiques, stratégiques, cohérentes. Ça, c'est ce que nous devrions faire. Le général de Gaulle ne donnait pas des leçons à la Russie à l'époque, jamais. Ni à l'URSS, jamais. Alors, on a changé de monde quand même depuis l'Union soviétique. Oui. Hein, il y a eu le moment unipolaire américain, maintenant il y a un moment éparpillé. Non, regardez l'Allemagne, quand Mme Merkel va vendre ses Mercedes et ses BMW en Chine, elle ne fait pas la démocratie des valeurs, la diplomatie des valeurs. Alors, la Chine est-ce que vous voyez qu'on a un intérêt commun avec la Russie quand même, l'Europe, en tant qu'Européens? Oui, fondamental. D'abord, nous avons à nos portes le plus grand espace du monde pour l'eau, qu'on oublie, pas seulement le pétrole et le gaz, toutes les matières premières, le plus grand espace du monde, le plus riche en matières premières et les terres rares pour les batteries de demain, pas seulement celles d'aujourd'hui. Donc c'est pas uniquement c'est pour le futur. Et ici un énorme espace de technologie, une puissance commerciale. Si on allie, c'est tout le sens de mon rapport pour le président Medvedev et le président Sarkozy à l'époque, et le président Poutine, on en a parlé avec les trois à plusieurs reprises, cet immense espace économique, imaginez qu'il s'intègre pour les États-Unis, c'est un sujet. Donc on invente l'Ukraine. Ouais. Alors, ok, ça c'est pour l'avenir, sauf qu'il y a quelques petites difficultés d'ici là. Par exemple, il y a un convoi militaire qui apportait de la logistique, un convoi logistique qui apportait du ravitaillement, le courrier, les cadeaux de Noël, et un peu aussi de munitions aux forces de Barkhane stationnées au Niger. Et ce convoi partait d'Abidjan et traversait le Burkina Faso, le Niger, avant d'arriver donc au Mali. Et il a été arrêté pendant toute sa route par des populations, des manifestants qui dénonçaient la présence dans ce convoi d'armes et de munitions destinées aux djihadistes. Et impossible de faire comprendre à ces populations que l'armée française n'arme pas les djihadistes, puisqu'au contraire, elle les combat. Mais il y a eu sur Internet des campagnes informationnelles de désinformation, des campagnes d'intoxication. Et Florence Parly, la ministre de la Défense, désigne nommément la Russie comme la puissance qui ainsi agite les populations et déstabilise la position française. Je ne connais pas le détail de cette affaire, mais il faut savoir. Mettre la Russie en disant qu'à l'époque, la Russie avait influencé l'élection, la première élection du président Macron, que la Russie a influencé l'élection du président Trump, comme si les Américains... Ça s'est effacé parce que c'est pas vrai. Que la Russie influence la réaction des populations africaines, je veux bien, mais enfin bon, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de non-dits. Oui, mais cela dit, la présence, l'appel que font les militaires maliens, les putschistes maliens, à la société Wagner, cette société militaire privée, ce groupe de mercenaires, ça c'est bien réel et ça exaspère le président Macron dont vous parliez, par exemple. Oui, mais si vous voulez, la France a fait un excellent travail au Mali et je pense qu'on a vraiment un travail admirable et nos soldats ont fait un travail admirable. La politique de la France était la bonne. Mais enfin, on ne peut pas non plus empêcher la Russie, au moment où nous, on retire nos troupes, d'occuper le terrain. Et d'ailleurs, écoutez, il faut parler franc, vous avez le plaisir de m'inviter. Moi, je vous dis aussi ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas tous les jours embêter la Russie, multiplier, renouveler les sanctions, multiplier
dévier les critiques. Aujourd'hui, il faut savoir que les navires français sont en tête des manœuvres de l'OTAN en mer Noire où on essaie de casser les pieds à la Russie. Quand vous êtes au forum de Saint-Pétersbourg, un homme d'affaires russe me dit, mais tout à fait francophile et francophone, sais-tu qu'il y a des chars Leclerc en ce moment dans des démonstrations aux frontières de la Russie? On s'illustre aussi dans des choses qui ne correspondent pas à l'amitié historique qu'on a avec la Russie. Puis-je vous citer un exemple? À Moscou, il y a 8 jours, je vais visiter une exposition au manège du Kremlin, l'ancienne écurie du tsar, c'est très joli, une exposition sur 10 siècles d'amitié franco-russe. D'abord, il n'y a que des entreprises russes qui sponsorisent. Il y avait beaucoup de Russes pour visiter, quelques Français dont j'étais. Et quand je pense que l'exposition commence très tôt, Anne de Kiev devient reine de France en épousant Henri Ier. Et ensuite, on remonte dans l'histoire, parce qu'à l'époque, c'était la Russie. Vaste sujet. Et on remonte dans l'histoire et on voit cette connexion historique entre les connexions entre la culture, la politique, durant tous les siècles. Et en fait, la France est absente de cette exposition sur l'amitié. Donc souvent, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a une amitié, un attachement sentimental de la population russe, mais c'est à sens unique. Ça fait combien d'années que la Russie essaie de dire à l'Europe, travaillons ensemble? On est fait pour transformer. Poutine est un Européen. Mais on ne sait pas quoi Ils ont mettre dans la tendu relation. les bras 10 fois. On leur a balancé des claques. Pour suivre nos amis américains. On se bagarre en Ukraine, en fait, Oui, sur les zones, sur tous les pays charnières. Ça, sur je la ne suis ligne pas de... d'accord. Moi, j'essaie d'être neutre. En Ukraine, les Américains ont organisé une révolution en Ukraine pour casser les pieds, parlons vrai, puisqu'on aime à la Russie, et on a obtenu le résultat qu'on a, c'est une Ukraine coupée en deux. Attendez, tout le monde sait depuis le début que l'Ukraine est dans la sphère d'influence de la Russie. Oui, mais c'est le projet... Oui, mais c'est je un suis pas sujet d'accord. insoluble. Il faut quand même que les téléspectateurs sachent que le projet était de mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Ce qui, pour chacun d'entre nous, je parlais avec mes... Alors que les Russes considèrent que l'Ukraine, elle est russe. Grosso modo. Dans l'OTAN, c'est le président Sarkozy qui s'y est opposé. C'est grâce à Sarkozy. Expliquez-moi Et le aujourd'hui, regard on des reprend Africains. l'idée. Non, mais comment voulez-vous qu'un président russe, quel qu'il soit, accepte, mais ça, je crois qu'il faut que les téléspectateurs... Le président russe qui accepte que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, mais il n'est plus président russe le lendemain. Oui. C'est pas acceptable. Alors, c'est ça les rouges. On est dans des choses qui font rire les Russes, quoi. La diplomatie, c'est de se mettre dans les chaussures des autres et de comprendre leur ligne rouge. Oui. On a compris quelle est celle de la Russie. Maintenant, expliquez-moi le regard des Russes sur l'Afrique. Mais la Russie, pendant un temps, était absente de l'Afrique. Et moi, je me rends compte, dans les contacts qu'on a, conseillant les entreprises françaises en Russie, les entreprises russes en France, que finalement, les entreprises russes, on discute avec les chefs d'entreprise, de les matières premières, même d'ailleurs les banquiers, les investisseurs, s'intéressent de plus en plus à l'Afrique. Mais il y a aussi un réflexe. Et on les embête et on leur empêche de faire du business avec l'Europe comme ils voudraient, avec les États-Unis, c'est difficile. Donc automatiquement, d'abord, ils se tournent vers la Chine pour beaucoup de choses, même s'il y a une méfiance un peu réciproque. Ils travaillent énormément avec la Chine. Il n'est pas rare, quand vous avez un rendez-vous avec un grand patron russe, parlons du concret, qu'on vous dise, attendez, il rentre de voyage de Chine, donc il est là dans 8 jours. C'est de plus en plus commun. Les échanges, je le vois, sont tout à fait... Et l'Afrique est une terre positive pour la Russie, pour s'étendre, pour travailler, pour financer, pour investir. Parce que de notre côté, les portes sont souvent fermées. Si vous voulez, on crée des espaces et après on s'étonne qu'ils s'y engouffrent. On a l'impression qu'ils s'investissent dans les zones qui ont été justement désertées. Regardez pour les vacances, pardon. Vous interrompez, regardez pour les vacances. À partir du moment où on a décrété que la Russie avait un Covid, etc. Attendez, moi j'ai le vaccin Sputnik, qui, comme par hasard, n'est pas accepté en Europe, il est excellent. J'ai fait tous les contrôles d'anticorps, ils sont excellents. J'ai pris en plus le Pfizer, plus la 3e dose. Donc je suis archi couvert des deux côtés. Mais c'est un symptôme. On a interdit aux Russes d'entrer en France, alors qu'ils peuvent aller en Italie. C'est très difficile pour eux de venir en Europe, même s'ils sont vaccinés, même ça. Mais ils vont en Égypte, ils vont en Afrique. C'est pour ça que j'illustre pour les téléspectateurs, c'est les vases communicants. Vous voulez dire qu'ils s'intéressent à l'Afrique parce que les portes de l'Europe leur sont fermées ? Évidemment, en plus. Et nous, on se retire un peu aussi. Enfin, la coopération, moi j'ai été rapporteur du budget spécial sur la coopération du temps des gouvernements, la dure, ça. Enfin, voyons les choses en face. Je veux dire, on se retire parce qu'on a moins de moyens. Et ces pays-là ont des moyens. Oui, mais bon. Comme la Chine. Donc ils y vont.
Oui, non, mais il est plus facile d'envoyer 3 mercenaires au Sahel ou en Non, ils y vont sur Centrafrique. le plan économique. Non. Regardez Sochi. Le président Poutine réunit à Sochi les chefs d'État africains. Moi, je n'y suis pas allé. J'ai observé. J'étais impressionné parce que tous les chefs d'État africains étaient là. Et Poutine leur a dit, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, vous gérez vos pays. Grande différence avec nous, évidemment. On n'est pas sous le contrôle du donneur de leçons français qui dit « Regardez comment on gère si bien la France, dans laquelle notre démocratie fonctionne parfaitement. Chez nous, on n'a pas de corruption, les Français sont heureux, c'est le bonheur absolu. Et donc, on vous dit ce qu'il faut faire. » Poutine n'a pas dit ça. Donc, les chefs d'Africains s'engouffrent dans la brèche pour faire du business avec lui. Imaginez la conception. Le général de Gaulle en Afrique, quand même, ça va sans dire. Rien que prononcer son nom, tout est illustré, n'a jamais fait ça avec les chefs d'Africains. Jamais. Kissinger a dit que la Russie, c'était une pompe à essence, une station-service défendue par des missiles nucléaires. Oui, mais il ne faut pas en vouloir aux Américains. J'aime bien les Américains, ils sont tellement loin de la Russie. Je vois bien quand on va aux États-Unis, ils ont une perception, comme souvent en matière politique étrangère, vous êtes un spécialiste de très haut niveau. Je veux dire, ils ne comprennent pas bien, ils ne connaissent pas. Donc la pompe à essence, c'est le symbole économique de ce que tout le monde étudie à l'école, qui n'est plus vrai. La Russie, pays émergent, BRICS, ne transforme pas ses matières premières. Donc la pompe à essence, c'est le pétrole. Bon, il faut moderniser, aujourd'hui il y a le gaz, mais enfin, la Russie va très vite sur l'électronique, la Russie va très très vite sur les bioénergies, sur plein de ces sujets en médecine, mais très très vite, et la Russie, vous allez voir la surprise, je vais prendre le risque de vous le dire, sur la transformation écologique, ne dit rien, mais ils viennent mettre 5 milliards sur leur traitement des déchets. Ils sont en train d'émettre les premiers crédits carbone avec la forêt sibérienne qui fait 20% de la forêt mondiale, on sait parce qu'on est impliqué avec les industriels, notamment des spécialistes français sur ce marché, que l'Europe ne s'est encore même pas mis d'accord sur comment on faisait les crédits carbone. Donc cette vue d'Henry Kissinger, qui est un grand diplomate, j'ai beaucoup de respect pour lui, est une vue caricaturale de nos amis américains, mais ils sont très loin, vous comprenez. Et voilà, pas leur en vouloir. Voilà, eh bien, la Russie, c'est le pays des icônes. Et il y avait aujourd'hui un iconoclaste à Télé Sud. L'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir, c'est aussi la Russie. Merci à vous, Jean-Pierre Thomas. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.